Lumière. 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 Lumière sur les rivières atmosphériques avec Benjamin Paul, directeur de recherche CNRS au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Elles coulent entre 800 et 1,6 km au-dessus du sol et ont un effet sur le climat de notre planète. Ce sont les rivières atmosphériques. Ce phénomène n'a été découvert et étudié que depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un chercheur, Benjamin Paul, qui a travaillé sur ce phénomène, en particulier sur les rivières atmosphériques en Antarctique. Bonjour Benjamin, vous êtes directeur de recherche CNRS et responsable du centre de recherche de climatologie au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Bonjour, je travaille au laboratoire qui dépend à la fois de l'Université de Bourgogne et du CNRS. On est un laboratoire des sciences de l'environnement, on travaille sur l'écologie, sur la géologie, également sur la paléontologie. On a une équipe de climatologie que j'anime en ce moment. Et en climatologie, on essaie de comprendre les causes de la variabilité du climat, mais également les impacts qu'il peut avoir sur les sociétés, sur l'environnement, etc. Benjamin, alors pouvez-vous nous expliquer comment se forment les rivières atmosphériques? Pourquoi les appelle-t-on ainsi et quelle est leur taille et où elles se trouvent? En fait, les rivières atmosphériques, c'est avant tout un très très gros transport d'humidité dans l'atmosphère. Donc il nous faut avant tout une source d'humidité, et souvent cette source d'humidité on la trouve aux latitudes tropicales ou subtropicales, sur les océans des latitudes subtropicales. Et ensuite, quand on a les conditions de circulation favorables, on peut avoir un transport d'humidité qui va depuis la source, donc l'océan tropical, en direction typiquement des moyennes ou des hautes latitudes. Donc c'est un transport qui est très allongé, sous forme filamentaire, et donc c'est cette forme très allongée qui a donné le nom, parce que ça ressemble un petit peu à la forme d'une rivière qui s'écoule dans l'air, donc finalement le nom de rivière atmosphérique. Et ces rivières atmosphériques, souvent, elles font quelques milliers de kilomètres de long, ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 000 kilomètres, ça peut être assez long. Par contre, elles sont relativement étroites, elles font typiquement quelques dizaines à centaines de kilomètres maximum. Et donc, en fait, elles tendent à se former sur les océans, et à arriver en direction des continents, mais elles atteignent pas non plus toutes forcément les continents. Et on les trouve essentiellement sur les grands océans du monde, typiquement l'Atlantique et le Pacifique dans l'hémisphère nord, et puis après le bassin du sud de l'océan Indien, du sud Pacifique et du sud Atlantique dans l'hémisphère sud. Et quel est leur cycle de vie? C'est des phénomènes qui sont assez courts. Souvent, ça peut durer moins d'une journée. On a quelques événements extrêmes qui peuvent durer 3-4 jours, mais c'est pas des choses qui sont très très longues. Puisqu'en fait, il faut d'abord une réserve d'humidité et ensuite qui est mise en mouvement. Mais une fois qu'elle est mise en mouvement, on peut épuiser assez vite l'humidité qui était disponible à être transportée. Et donc en fait, on a vraiment ce cycle de vie, c'est une humidité disponible quelque part, et puis une perturbation qui arrive de l'atmosphère sous forme d'une onde, pas typiquement un anticyclone, un cyclone. Et en fait, ça va éveiller des vents, et ces vents vont se mettre à transporter l'humidité, et peuvent les transporter sur des distances assez longues. Et donc, quand ça arrive, c'est là où on parle vraiment d'une rivière atmosphérique. Mais alors, pour être vraiment complet sur ces histoires de rivières atmosphériques, ce qui est assez intéressant et ce qu'on commence à comprendre juste maintenant, c'est que quand elles se forment, elles ont aussi un effet rétroactif sur la circulation. En fait, il y a une circulation qui va être favorable à leur développement, et une fois que la rivière va se former, elle va avoir en retour un effet où elle va augmenter cette situation qui était favorable à son développement. Donc si les rivières atmosphériques renforcent la circulation atmosphérique, quelles sont les conséquences concrètement? Qu'est-ce qui se passe? En fait, elles vont avoir comme effet de provoquer des blocages anticycloniques. C'est des espèces de gros anticyclones qui se mettent à stagner sur une région, et quand ils stagnent, les rivières atmosphériques, le transport d'humidité vient heurter les anticyclones, et les anticyclones vont avoir tendance à les dévier toujours en direction de la même région. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut avoir parfois 2, 3, 4 rivières qui vont se succéder et qui vont toutes taper un continent au même endroit, et donc là, il peut y avoir des impacts majeurs. Par exemple, la première rivière peut amener une grande quantité de pluie, la deuxième peut avoir déjà saturé les sols et amener des inondations. Les familles de rivières atmosphériques, c'est comme ça qu'on les appelle, peuvent être associées à des forts impacts sur les continents, à l'endroit où elles atteignent ces continents.
Ces rivières atmosphériques, elles existaient depuis très longtemps, mais on les a découvertes et étudiées que récemment. Ouais, en fait, c'est pas non plus des objets qui sont complètement séparés du reste de la circulation atmosphérique. Les rivières atmosphériques, par exemple, on pense maintenant qu'elles ont eu un effet assez important pour constituer les calottes de glace qu'il y a eu sur l'hémisphère nord au moment du dernier maximum glaciaire. Vous savez, là, le film L'âge de glace, quand on voit un monde recouvert de glace, eh bien, vraisemblablement, les rivières atmosphériques ont aussi été à l'origine de la formation de ce type de calottes qu'on pouvait trouver sur l'Europe ou sur l'Amérique. Mais ce qui est intéressant, c'est que elles transportent des quantités d'humidité qui sont tellement énormes que souvent elles provoquent des gros impacts. Par exemple, en Californie, il y avait eu une sécheresse qui avait duré pendant plusieurs années et il y a eu une saison qui a été très favorable aux rivières atmosphériques en 2022-2023 et donc juste quelques événements de rivières atmosphériques pendant un hiver ont suffi à mettre fin à une sécheresse qui durait quand même depuis pas mal de temps. Et ça montre qu'elles peuvent avoir un effet positif. Parfois, elles peuvent aussi provoquer des effets négatifs comme des inondations, mais c'est parce qu'elles sont très fortes, très intenses, qu'elles provoquent des événements climatiques qui sont eux aussi très forts, et c'est pour ça qu'on les a appelés comme ça et qu'on les étudie en particulier parce que c'est une clé de lecture assez intéressante qui peuvent amener des forts impacts sur les continents quand ces rivières atmosphériques finissent par atteindre les continents. Alors, quand on écoute la météo au quotidien, on entend parler de perturbations. C'est autre chose ou en fait c'est la même chose mais c'est présenté différemment? C'est en partie la même chose. Les perturbations, c'est vraiment des ondes qui se développent dans l'atmosphère et souvent qui sont provoquées à des endroits où il y a des fortes différences de vent, pour faire simple. Et ces fortes différences de vent qu'on appelle du cisaillement, souvent ça excite des ondes. Et des ondes dans l'atmosphère, ça finit par faire une perturbation. Et les perturbations peuvent nous amener du temps typiquement pluvieux, comme ce qu'on peut avoir par exemple en France en hiver. Mais c'est pas toutes les perturbations qui sont associées à des rivières atmosphériques. En fait, pour faire simple, des rivières atmosphériques, ça serait un peu des espèces de perturbations qui seraient survitaminées avec beaucoup d'humidité. Et cette humidité, elle peut nous venir de régions qui peuvent être lointaines, typiquement les régions tropicales. Généralement, les perturbations qui sont associées aux rivières atmosphériques ont tendance à être plus énergétiques, plus fortes que la plupart des autres. Alors, les rivières atmosphériques ont visiblement un rôle majeur sur le climat et ses changements au même titre que les courants marins. Elles sont très importantes pour expliquer l'export d'énergie des latitudes tropicales vers les latitudes polaires. Si on n'avait pas cet export d'énergie, en fait, les régions tropicales du monde recevraient plus d'énergie du soleil que ce dont elles ont besoin. Et donc, en fait, il y aurait de l'énergie qui s'accumulerait, elle deviendrait de plus en plus chaude. Et les régions polaires, ça serait l'inverse, elles deviendraient de plus en plus froides. Et si c'est pas le cas, c'est parce qu'en fait, les régions tropicales exportent de l'énergie en direction des latitudes polaires. Et une grande partie de cet export d'énergie est associée à ces rivières atmosphériques. Alors là, on s'intéresse aux rivières atmosphériques dans les régions polaires. C'est assez récent, visiblement. En fait, au départ, on était focalisé sur les rivières atmosphériques, justement, tropicales. Les rivières atmosphériques, c'est un concept qui est né beaucoup dans l'océan Pacifique quand on avait de l'humidité qui venait de la région de Hawaï et qui atteignait la Californie. Et alors, on atteignait une région qui avait une grande barrière de montagnes, les montagnes rocheuses, et là, ça pouvait provoquer des événements énormes. Donc, la vision historique qu'on avait des rivières atmosphériques, c'était une origine tropicale et des conséquences sur les régions tempérées parce que l'humidité tropicale était transportée en direction des latitudes moyennes. Maintenant, on se rend compte que les rivières atmosphériques peuvent aussi venir des latitudes moyennes ou parfois des latitudes tropicales et atteindre les régions polaires. Et alors là, quand on a un lien qui se fait d'une manière quasiment directe entre les tropiques et les pôles, là, il peut y avoir vraiment des conséquences majeures associées à ces rivières dans les environnements polaires qui sont pas habitués à recevoir une masse d'air qui est aussi chaude et aussi humide que celle qui est transportée par les rivières. En 2022, on a observé une augmentation de 40 degrés de température en Antarctique et on attribue cela donc à une rivière atmosphérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène particulier ? Alors en 2022, en mars 2022, les 16 et 17 mars 2022 pour être précis, on a eu effectivement des anomalies de 40 degrés, ce qui veut dire que à cette date-là, le climat était 40 degrés plus chaud que ce qu'on attend au même moment de l'année. Dans l'intérieur des terres, là où on a la base franco-italienne de Concordia, on attendait typiquement de l'ordre de moins 55 degrés en mi-mars et on a eu de l'ordre de moins 10 à moins 15 degrés. Donc en fait, ça a provoqué la vague de chaleur, entre guillemets, la plus intense jamais enregistrée. On n'avait jamais vu une vague de chaleur aussi forte, 40 degrés plus chaud que ce qu'on pouvait attendre. Et ça, si ça a eu lieu, c'est parce qu'en fait, on a eu là, pour le coup, un lien vraiment direct entre l'océan Indien tropical
et l'Antarctique Est. Et on a eu un transport de cette humidité et de cette chaleur tropicale qui a atteint quasiment en droite ligne la partie la plus froide du monde, l'Antarctique Est, et a provoqué à la fois des anomalies de température majeures, ces fameux 40 degrés dont on parle, mais la masse d'air était aussi très humide, beaucoup plus humide que ce qu'on a d'habitude à cet endroit-là, et on a eu des quantités de neige énormes qui se sont accumulées sur l'Antarctique Est en 2022, en grande partie grâce à cette rivière atmosphérique. Alors, quelles sont les conséquences d'une augmentation de la température au pôle ? Le pôle, il n'est pas homogène, notamment l'Antarctique n'est pas homogène par rapport à ça. En Antarctique Ouest, les conséquences sont beaucoup plus visibles. On a par exemple la péninsule antarctique qu'on trouve juste au sud de l'Amérique du Sud. Et ça, c'est la partie à la fois la plus vulnérable et la plus chaude de l'Antarctique. Ici, on pourrait vraiment avoir un réchauffement qui aurait des effets majeurs et visibles rapidement et qui pourrait provoquer, par exemple, de la fonte des glaciers. Il y a un glacier que les gens connaissent sous le nom du glacier de l'Apocalypse. Son vrai nom, c'est le glacier Thwaites. Et si lui venait à fondre, lui seul serait responsable d'une augmentation de 60 cm du niveau des mers au niveau global. Et ça pourrait être une conséquence directe de la fonte de ce glacier, donc du changement climatique en péninsule, donc en Antarctique Ouest. Par contre, en Antarctique Est, c'est un petit peu différent. L'Antarctique Est est très isolé, c'est vraiment une masse d'air froide qui est très isolée du reste. Et pour l'instant, on n'a pas encore de marque forte du changement climatique en Antarctique Est. On estime que ça pourrait arriver aux alentours des années 2040-2050. Vous avez mis en lumière que les convections atmosphériques tropicales ont une influence sur les rivières atmosphériques en Antarctique. Oui, c'est ce qui a provoqué d'ailleurs la fameuse vague de chaleur de mars 2022. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi. On est en train de travailler dessus en ce moment. On se rend compte que la convection dans les tropiques, donc en fait des nuages d'orage très forts, permettent de produire une grande quantité d'humidité présente dans la masse d'air tropicale. Et il se trouve que quand cette masse d'air humide atteint les moyennes latitudes, elle provoque un changement de comportement complet des perturbations, des ondes atmosphériques qu'on a aux moyennes latitudes. Elle les renforce, elle les change complètement, et elle les change de telle manière à ce que aux moyennes latitudes, on a d'habitude des vents d'ouest qui sont très forts, qui isole au nord la masse d'air tropicale, au sud la masse d'air antarctique. Et bien là, les masses d'air sont tellement changées qu'en fait, on commence à avoir des mouvements qui sont plus est-ouest, mais nord-sud. Et là, on peut avoir une pénétration de l'air tropical en direction de l'Antarctique, à l'origine provoquée par l'humidité des tropiques. Et c'est à ce moment-là, on peut avoir une masse d'air qui va atteindre l'Antarctique, provoquer des anomalies énormes. Et cette masse d'air qui atteint l'Antarctique peut être transportée par une rivière atmosphérique. De quels outils disposez-vous pour recueillir les données qui permettent de travailler ? Aujourd'hui, les outils sont diversifiés et sont aussi très complémentaires. Mais par contre, ils sont tous assez coûteux. On a des observations de terrain et accéder au terrain en Antarctique alors que le territoire est quand même vraiment inhospitalier, inaccessible, c'est toute une logistique. C'est pas facile d'aller déployer des instruments là-bas. Donc il y a une vraie question de coût monétaire mais aussi environnemental parce que ça coûte du carbone d'aller en Antarctique. On a également des modélisations numériques. Donc dans un supercalculateur, on cherche à reproduire par le calcul le climat terrestre à partir des équations physiques qui le gouvernent. Et puis on a aussi le troisième grand socle qui sont les satellites et d'une manière générale la télédétection, c'est-à-dire en fait la mesure distante qui peut être sur satellite, qui peut se faire sur drone, etc. Et donc on a ces trois outils qui se complètent bien les uns les autres, l'observation de terrain, la modélisation et la mesure à distance qu'on appelle la télédétection. Les trois vont ensemble et les trois sont vraiment utiles. Mais alors le fait que vous ne vous rendiez pas vous-même sur le terrain, déjà est-ce que c'est une frustration, mais est-ce que c'est aussi un frein pour vos recherches ? Une frustration, je vous avoue qu'à force de travailler sur l'Antarctique, j'aurais bien envie de le voir de mes propres yeux. Ceci dit, il faut quand même être raisonnable et si on va en Antarctique, il faut pas non plus y aller comme un touriste, il faut que ça ait un vrai sens. Et scientifiquement, je pense que le contact au terrain, il est fondamental. On pourrait rien faire sans. Mais moi, il se trouve que je travaille vraiment quotidiennement avec des collègues qui vont toutes les années ou presque, qui connaissent très très bien le terrain. Et donc en fait, à travers les collaborations, moi en lançant des calculs un peu théoriques et eux en confrontant avec le regard pratique de personnes de terrain, on arrive à travailler. Mais je pense que pour vraiment travailler bien, il faut qu'il y ait au moins une personne qui connaisse bien le terrain dans la bande. Alors quels sont vos travaux en cours et futurs dans le futur proche ?
D'une manière générale, pour les sciences du climat, une thématique importante, c'est les extrêmes climatiques. Et j'en suis arrivé à travailler sur les rivières atmosphériques parce que les rivières elles-mêmes sont souvent à l'origine des extrêmes. Mais pour vous dire à quel point c'est un phénomène qui est important, les extrêmes, ils changent plus vite que la moyenne dans un changement climatique. Là, on parle qu'aujourd'hui, on est à peu près à 1,3, 1,4, peut-être 1,5 degrés supplémentaires par rapport à l'ère pré-industrielle. Eh bien, les extrêmes climatiques qu'on bat aujourd'hui, les records sont battus de 4 à 5 degrés. Et si on va sur un climat qui se réchauffe de 5 ou 6 degrés, en fin de siècle, on pourrait battre les records des extrêmes climatiques actuels de 10 à 15 degrés. Les extrêmes vont vraiment beaucoup plus vite que le reste. Et donc, comprendre l'évolution des extrêmes dans un climat qui change, c'est vraiment une thématique majeure et vraisemblablement, les rivières atmosphériques ont des choses à nous apprendre par rapport à ça. Et ces événements climatiques extrêmes, non seulement c'est eux qui changent le plus, mais c'est eux aussi qui vont provoquer les impacts les plus grands. Là où le climat va nous faire mal, pour dire les choses crûment, ça sera avant tout pendant des extrêmes climatiques. C'est des extrêmes climatiques qui font que dans le quart nord-est de la France, dans un climat futur, si on réchauffe selon un scénario business as usual, on va dire, un scénario fortement émetteur, on pourrait avoir des pics de température de 55 degrés dans des villes comme Dijon, Nancy, Strasbourg, etc. Là, ça va nous faire mal, et là, les sciences du climat ont une vraie portée sociétale. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prédire, c'est pas prédire, mais travailler sur des projections vers le futur et collaborer aussi avec d'autres scientifiques qui sont à la périphérie pour avancer sur comment on peut faire en sorte que nos villes s'acclimatent mieux au changement climatique, que l'urbanisation soit un peu plus adaptée au futur climat de nos régions. Les sciences du climat, c'est quelque chose qui se fait fondamentalement en équipe et c'est une thématique qui devient tellement transverse, tellement générale qu'elle affecte beaucoup des domaines de notre vie. L'urbanisme en fait partie parce que les gens qui habitent en ville ont également un climat qui est différent du climat des campagnes. C'est le phénomène d'îlot de chaleur urbain qui rajoute encore quelques degrés supplémentaires par rapport à la campagne. Typiquement à Dijon, on le mesure cet îlot de chaleur urbain et il peut aller de 4 à 6 degrés supplémentaires par rapport à la campagne. Donc quand on rajoute tout ça, du changement climatique, des étés qui deviennent de plus en plus chauds et caniculaires et un îlot de chaleur urbain qui rajoute encore quelques degrés, là, l'excès de chaleur peut vraiment provoquer des problèmes de santé publique majeurs. Donc là, on a vraiment tout intérêt à anticiper ces phénomènes et à travailler en équipe entre climatologues, urbanistes, aménageurs du territoire, mais également collectivités, décideurs, etc., pour essayer d'anticiper ces événements à fort stress thermique du futur, essayer de faire en sorte d'atténuer autant que possible les impacts qu'ils vont avoir sur les sociétés. Benjamin, merci beaucoup pour toutes les explications sur ce sujet parce que vraiment le climat, ça nous importe beaucoup pour notre planète. Je vous remercie pour toutes les lumières apportées et j'espère que vous reviendrez pour qu'on puisse aussi voir l'avancée de vos recherches sur le sujet. En attendant, partout tâti, on va essayer que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Merci à vous. C'était Lumière sur les rivières atmosphériques